Bonjour et bienvenue sur la chaîne Opossum Fugitif sur la Système. Cette série vise à diffuser des versions audio d'ouvrages qui concernent le système d'exploitation hégémonique sur la planète, à savoir le capitalisme patriarcal, colonialiste et écocidaire, ainsi que les alternatives et tentatives anétatiques et démocratiques qui ont pu être mises en œuvre dans le passé ou qui sont mises en place en ce moment même. Aujourd'hui, je vous propose donc la première partie du livre Anarchisme de Daniel Guérin, un militant marxiste libertaire français du XXe siècle, décédé en 1988 à l'âge de 84 ans, et qui nous laisse un héritage de plus de 50 ouvrages. C'est un auteur sérieux et rigoureux. Il a exposé des points de vue, des récits de vie et des analyses sur le socialisme, l'homosexualité, le capitalisme, le fascisme et la décolonisation. L'ouvrage Anarchisme, qui fut publié originellement en 1965, se veut comme une introduction à l'histoire et à la pensée du mouvement libertaire. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter. Si vous avez des suggestions à faire, tant sur les thèmes, des ouvrages ou des aspects techniques, ils sont également les bienvenus en commentaire. Je tiens à remercier l'artiste Tedak pour m'avoir permis d'utiliser son morceau Système pour le générique de cette série. Vous pouvez aller checker et soutenir son travail, les liens sont dans la description. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne audio. Daniel Guérin, L'anarchisme, édition Gallimard, 1965. Avant-propos. L'anarchisme suscite depuis peu un renouveau d'intérêt. Des ouvrages, des monographies lui sont consacrés. Il n'est pas certain que cet effort livresque soit toujours vraiment efficace. Les traits de l'anarchisme sont difficiles à cerner. Ses maîtres n'ont presque jamais condensé leurs pensées en des traités systématiques. Quant à l'occasion, ils en ont fait l'essai, ce n'a été qu'en de minces brochures de propagande et de vulgarisation, où n'en affleurent que des bribes. De plus, il existe bien des sortes d'anarchisme, et nombre de variations dans la pensée de chacun des plus grands libertaires. Le refus de l'autorité, l'accent mis sur la priorité du jugement individuel, incite particulièrement les libertaires à faire profession d'antidogmatisme. « Ne nous faisons pas les chefs d'une nouvelle religion », écrivait Proudhon à Marx. Cette religion fut-elle la religion de la logique, la religion de la raison? Aussi, les vues des libertaires sont-elles plus diverses, plus fluides, plus malaisées à apprécier que celles des socialistes autoritaires dont les églises rivales essaient, au moins, d'imposer à leurs zélateurs des canons. Dans une lettre écrite au directeur de la conciergerie, peu avant d'être envoyé à la guillotine, le terroriste Émile Henry expliquait « Gardez-vous de croire que l'anarchie est un dogme, une doctrine inattaquable, indiscutable, vénérée par ses adeptes à l'égal du Coran par les musulmans. Non, la liberté absolue que nous revendiquons développe sans cesse nos idées, les élève vers des horizons nouveaux, au gré des cerveaux des divers individus, et les rejette hors des cadres étroits de toute réglementation et de toute codification. Nous ne sommes pas des croyants. » Et le condamner à mort de rejeter l'aveugle foi des marxistes français de son temps, qui croient une chose parce que Gued a dit qu'il fallait y croire,
et qui ont un catéchisme dont ce serait sacrilège de discuter les paragraphes. En fait, malgré la variété et la richesse de la pensée anarchiste, malgré ses contradictions, malgré ces disputes doctrinales qui tournent d'ailleurs trop souvent autour de faux problèmes, nous avons affaire à un ensemble de conceptions assez homogènes. Sans doute existe-t-il au moins, à première vue, des divergences importantes entre individualisme anarchiste à la Stirner, 1806-1856, et l'anarchisme sociétaire. Mais si l'on va au fond des choses, les partisans de la liberté totale et ceux de l'organisation sociale sont moins éloignés les uns des autres qu'ils ne l'imaginent, et qu'on peut le croire à première vue. L'anarchiste sociétaire est aussi un individualiste. L'anarchiste individualiste pourrait bien être un sociétaire qui n'ose pas dire son nom. La relative unité de l'anarchisme sociétaire provient du fait qu'il a été élaboré à peu près à la même époque par deux maîtres, dont l'un était le disciple et le continuateur de l'autre, à savoir le français Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, et l'exilé russe Michel Bakounine, 1814-1876. Bakounine a défini l'anarchisme. Le proudhonisme a largement développé et poussé jusqu'aux extrêmes conséquences. Cet anarchisme se déclare collectiviste. Mais ces épigones rejettent l'épithète en se proclamant communistes. Communistes libertaires, s'entend. L'un d'eux, Pierre Kropotkin, 1842-1921, un autre exilé russe, infléchit la doctrine vers un utopisme et un optimisme dont le scientisme dissimule mal les faiblesses. Quant à l'italien Enrico Malatesta, 1853-1932, il l'oriente vers un activisme téméraire, parfois puéril, tout en l'enrichissant de polémiques intransigeantes et souvent lucides. Plus tard, l'expérience de la Révolution russe a produit un des ouvrages les plus remarquables de l'anarchisme, celui de Volin, 1882-1945. Le terrorisme anarchiste de la fin du siècle dernier présente des aspects dramatiques et anecdotiques, une odeur de sang qui flatte le goût du grand public. Mais s'il a été en son temps une école d'énergie individuelle et de courage qui appelle le respect, s'il a eu le mérite d'attirer l'attention de l'opinion sur l'injustice sociale, il apparaît aujourd'hui comme une déviation épisodique et stérilisante de l'anarchisme. Il fait figure de vieillerie. Avoir l'œil fixé, comme le suggère la couverture d'une publication récente, sur la marmite de Ravachol, conduirait à ignorer ou à sous-estimer les traits fondamentaux d'une conception de réorganisation sociale qui, loin d'être destructive comme ses adversaires le prétendent, apparaît à l'examen hautement constructive. C'est sur cet anarchisme-là que l'on prend la liberté de diriger l'attention du lecteur. De quel droit et au nom de quels critères ? Tout simplement parce que les matériaux dont il s'agit ne sont pas sclérosés, mais vivants. Parce que les problèmes posés sont, plus que jamais, actuels. Si les défis tapageurs lancés à la société, les charges d'explosifs, appartiennent à un âge antédiluvien et ne font plus trembler, en revanche, les anticipations libertaires appellent à la réflexion. On s'aperçoit qu'elles répondent, dans une large mesure, aux besoins de notre temps, qu'elles peuvent contribuer à l'édification de notre futur. À l'inverse de ses devanciers, le petit livre que voici n'a voulu être ni une histoire, ni une bibliographie de l'anarchisme. Les érudits qui lui ont consacré leurs travaux ont été surtout préoccupés de ne mettre aucun nom dans leurs fichiers. Attirés par des ressemblances superficielles, ils ont cru lui découvrir de multiples précurseurs. Ils ont accordé à peu près la même importance à des génies et à des sous-fifres. Ils ont raconté avec un luxe de détails, parfois superflus, des vies, plutôt qu'ils n'ont réellement approfondi des idées. Le résultat est que leur savante compilation procure au lecteur une impression d'éparpillement, de relative incohérence, et qu'au bout du compte, il en est encore à se demander ce qu'est réellement l'anarchisme. La méthode que l'on a essayé d'adopter est différente. La biographie des maîtres de la pensée libertaire est ici supposée connue. Au surplus,
elle éclaire parfois beaucoup moins notre sujet que certains narrateurs le croient. En effet, ces maîtres n'ont pas été uniformément anarchistes tout au long de leurs existences, et leurs œuvres complètes recèlent d'assez nombreuses pages qui n'ont guère de rapport avec l'anarchisme. Ainsi, Proudhon a-t-il, dans la seconde partie de sa carrière, donné à sa pensée un tour plus conservateur. Sa prolixe et monumentale Justice dans la Révolution et dans l'Église, de 1858, est surtout consacrée aux problèmes religieux et la conclusion en est fort peu libertaire, puisqu'en dépit d'un anticléricalisme endiablé, il accepte finalement toutes les catégories du catholicisme, sauf à les interpréter, proclame qu'il y aurait un réel avantage pour l'instruction et la moralisation du peuple à conserver la symbolique chrétienne et se montre disposé au moment de poser la plume à faire oraison. Par égard pour sa mémoire, on ne mentionne qu'en passant son salut à la guerre, ses diatribes contre la femme ou ses accès de racisme. Chez Bakounine, le phénomène est inverse. C'est la première partie de sa carrière agitée de conspirateurs révolutionnaires qui est sans rapport avec l'anarchisme. Il n'embrasse les idées libertaires qu'à partir de 1864, après l'échec de l'insurrection polonaise à laquelle il a participé. Ses écrits d'avant cette date n'ont guère leur place dans une anthologie anarchiste. Quant à Kropotkin, la partie purement scientifique de son œuvre, qui lui vaut d'être aujourd'hui célébrée en URSS comme un brillant porte-drapeau de la géographie nationale, est étrangère à l'anarchisme, tout comme d'ailleurs, sur un tout autre plan, sa prise de position belliciste au cours de la Grande Guerre. À la démarche historique et chronologique, on a donc préféré ici une méthode inhabituelle. Ce ne sont pas des personnalités qui sont présentées tour à tour, mais les principaux thèmes constructifs de l'anarchisme. N'ont été volontairement écartés que ceux qui ne sont pas spécifiquement anarchistes, tels que la critique du capitalisme, l'athéisme, l'antimilitarisme, l'amour libre, etc. Plutôt que de procéder à un résumé de seconde main, donc affadi et sans preuve à l'appui, on a laissé le plus souvent possible parler les citations. Ainsi les thèmes sont-ils plus accessibles au lecteur dans la forme même, avec toute la chaleur et toute la verve où ils ont surgi sous la plume des maîtres. Ensuite, la doctrine est reconsidérée sous un autre angle. Elle est montrée dans les grands moments où elle s'est trouvée soumise à l'épreuve des faits. La révolution russe de 1917, l'Italie d'après 1918, la révolution espagnole de 1936. Un dernier chapitre présente l'autogestion ouvrière, qui est sans doute la création la plus originale de l'anarchisme, aux prises avec la réalité contemporaine, en Yougoslavie, en Algérie, qui sait demain peut-être en URSS. Ainsi, peut-on voir à travers ce petit livre s'affronter incessamment et parfois s'apparenter deux conceptions du socialisme. L'une autoritaire, l'autre libertaire. À laquelle des deux appartient l'avenir, tel est au terme de l'analyse le sujet de réflexion proposé au lecteur. Première partie. Les idées forces de l'anarchisme. Question de vocabulaire. Le vocable anarchie est vieux comme le monde. Il dérive de deux mots du grec ancien, an et arché, et signifie quelque chose comme absence d'autorité ou de gouvernement. Mais le préjugé ayant régné pendant des millénaires, selon lequel les hommes ne sauraient se passer de l'un ou de l'autre, anarchie a été entendue dans un sens péjoratif, un synonyme de désordre, de chaos, de désorganisation. Grand faiseur de boutades, tels que la propriété c'est le vol, Pierre-Joseph Proudhon s'est annexé le mot anarchie. Comme s'il voulait choquer au maximum, il engagea dès 1840 avec le Philistin ce provoquant dialogue. « Vous êtes républicain ?»« Républicain, oui, mais ce mot ne précise rien. Res publica, c'est la chose publique. Les rois aussi sont républicains. »« Eh bien, vous êtes démocrate ?»« Non. »« Quoi, vous seriez monarchique ?»« Non. »« Constitutionnel, Dieu m'en garde. »« Vous êtes donc aristocrate ? Point du tout. »« Vous voulez un gouvernement mixte ? Encore moins. »« Mais qu'êtes-vous donc ? » ?»« Je suis anarchiste. » Par anarchie qu'il fit, parfois la concession d'orthographier Anne-Archie pour moins prêter le flanc à la meute de ses adversaires, Proudhon, plus constructeur malgré les apparences que destructeur, entendait, comme on le verra,
tout le contraire de désordre. À ses yeux, c'est le gouvernement qui était fauteur de désordre. Seule une société sans gouvernement pouvait rétablir l'ordre naturel, restaurer l'harmonie sociale. Pour désigner cette panacée, arguant que la langue ne lui fournissait point d'autres vocables, il plut de restituer au vieux mot anarchie son strict sens étymologique. Mais, paradoxalement, il s'obstina dans le feu de ses polémiques, et son disciple Michel Bakounine devait s'obstiner après lui, à employer aussi le mot anarchie dans le sens péjoratif de désordre, comme si les cartes n'étaient pas déjà suffisamment embrouillées. Mieux encore, Proudhon et Bakounine prirent un malin plaisir à jouer de la confusion entretenue par les deux acceptations antinomiques du mot. L'anarchie, c'était pour eux à la fois le plus colossal des désordres, la désorganisation la plus complète de la société, et au-delà de cette mutation révolutionnaire gigantesque, la construction d'un ordre nouveau, stable et rationnel, fondé sur la liberté et la solidarité, qui exprimait pour le non-initié qu'une idée négative et prêtait à des équivoques pour le moins fâcheuses. Proudhon lui-même, qui s'était assagi, s'intitulait volontiers à la fin de sa brève carrière « fédéraliste ». Au mot d'anarchisme, sa postérité petite bourgeoise préféra celui de mutualisme et sa lignée socialiste le mot collectivisme, bientôt remplacé par communisme. Plus tard en France, à la fin du siècle, Sébastien Faure reprit un mot forgé dès 1858 par un certain Joseph Déjacque et en fit le titre d'un journal, le libertaire. Aujourd'hui, les deux termes, anarchiste et libertaire, sont devenus interchangeables. Mais la plupart de ces termes présentent un sérieux inconvénient. Ils omettent d'exprimer l'aspect fondamental des doctrines qu'ils préfèrent qualifier. Anarchie, en effet, est avant tout synonyme de socialisme. L'anarchiste est en premier lieu un socialiste qui vise à abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. L'anarchisme n'est pas autre chose qu'une des branches de la pensée socialiste. Une branche où prédomine le souci de la liberté, la hâte d'abolir l'État. Pour Adolphe Fischer, l'un des martyrs de Chicago, tout anarchiste est socialiste, mais tout socialiste n'est pas nécessairement un anarchiste. Certains anarchistes estiment que ce sont eux les socialistes les plus authentiques et les plus conséquents. Mais l'étiquette qu'ils se sont donnée, ou dont ils se sont laissés affubler, et qu'au surplus ils partagent avec les terroristes, les a fait trop souvent passer à tort comme une sorte de corps étranger dans la famille socialiste. D'où une longue suite de malentendus et de querelles de mots, le plus souvent sans objet. Certains anarchistes contemporains ont contribué à dissiper l'équivoque en adoptant une terminologie plus explicite. Ils se réclament du socialisme ou du communisme libertaire. Une révolte viscérale. L'anarchisme est avant tout ce qu'on pourrait appeler une révolte viscérale. Augustin Hamon, procédant à la fin du siècle dernier à un sondage d'opinion au milieu libertaire, concluait que l'anarchiste est d'abord un individu révolté. Il refuse en bloc la société et ses garde-chiourmes. Il s'affranchit, proclame Max Stirner, de tout ce qui est sacré. Il accomplit une immense déconsécration. Ces vagabonds de l'intelligence, ces mauvaises têtes, au lieu de considérer comme vérité intangible ce qui donne à des milliers d'hommes la consolation et le repos, sautent par-dessus les barrières du traditionnalisme, s'abandonnent sans frein aux fantaisies de leurs critiques impudentes. Proudhon rejette en bloc toute la gente officielle, les philosophes, les prêtres, les magistrats, les académiciens, les journalistes, les parlementaires, etc., pour qui le peuple est toujours le monstre que l'on combat, qu'on muselle et qu'on enchaîne, que l'on conduit par adresse, comme le rhinocéros et l'éléphant, qu'on dompte par la famine, qu'on saigne par la colonisation et la guerre. Élisée Reclus s'explique pourquoi la société paraît à ses nantis si bonne à conserver. Puisqu'il y a des riches et des pauvres, des puissants et des sujets, des maîtres et des serviteurs, des Césars qui ordonnent le combat et des gladiateurs qui vont mourir, les gens avisés n'ont qu'à se mettre de côté des riches et des maîtres, à se faire le courtisan des Césars. Son état permanent de révolte conduit l'anarchiste à ressentir de la sympathie pour les irréguliers, les hors-la-loi, à embrasser la cause du forçat ou de tout autre réprouvé.
c'est bien injustement, estime Bakounine, que Marx et Engels parlent avec le plus profond mépris du lumpenprolétariat, du prolétariat en haillons, car c'est en lui et en lui seul, et non pas dans la couche embourgeoisée de la masse ouvrière, que résident l'esprit et la force de la future révolution sociale. Dans la bouche de son vautrin, puissante incarnation de la protestation sociale, mi-rebelle, mi-criminelle, Balzac fait exploser des propos qu'un anarchiste ne désavouerait pas. L'horreur de l'État. Pour l'anarchiste, de tous les préjugés qui aveuglent l'homme, depuis l'origine des temps, celui de l'État est le plus funeste. Stirner tonne contre celui qui, de toute éternité, est possédé par l'État. Proudhon ne fulmine pas moins contre cette fantasmagorie de notre esprit que le premier devoir d'une raison libre est de renvoyer aux musées et aux bibliothèques. Et il en démonte le mécanisme. Ce qui a entretenu cette prédisposition mentale et rendu la fascination pendant si longtemps invincible, c'est que le gouvernement s'est toujours présenté aux esprits comme l'organe naturel de la justice, le protecteur du faible. Persiflant les autoritaires invétérés qui s'inclinent devant le pouvoir comme des marguilliers devant le Saint-Sacrement, houspillant tous les partis sans exception qui tournent incessamment leur regard vers l'autorité comme vers leur pôle unique, il appelle de ses vœux le jour où le renoncement à l'autorité aura remplacé dans le catéchisme politique la foi à l'autorité. Kropotkin se gausse des bourgeois, qui considèrent le peuple comme une agglomération de sauvages, se mangeant le nez dès que le gouvernement ne fonctionne plus. Malatesta, devançant la psychanalyse, décèle la peur de la liberté qui habite le subconscient des autoritaires. Quels sont aux yeux des anarchistes les méfaits de l'État ? Écoutons Stirner. Nous sommes tous deux, l'État et moi, des ennemis. Tout État est une tyrannie, que ce soit la tyrannie d'un seul ou de plusieurs. Tout État est forcément, comme on dit aujourd'hui, totalitaire. L'État n'a qu'un seul but, borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale. L'État cherche par sa censure, par sa surveillance, par sa police, à faire obstacle à toute activité libre et tient cette répression pour son devoir, parce qu'elle lui est imposée par l'instinct de sa conservation personnelle. L'État ne me permet de tirer de mes pensées toutes leurs valeurs et de les communiquer aux hommes que si elles sont les siennes. Autrement, il me ferme la bouche. Proudhon fait écho à Stirner. Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. Quiconque met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran. Je le déclare mon ennemi. Et il se lance dans une tirade digne d'un Molière ou d'un Beaumarchais. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre résistance, au premier mot de la plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement. Voilà sa justice, voilà sa morale. Ô personnalité humaine, se peut-il que pendant 60 siècles, tu aies croupi dans cette abjection ? Pour Bakounine, l'État est une abstraction dévorante de la vie populaire, un immense cimetière où, à l'ombre et sous le prétexte de cette abstraction, viennent généreusement, béatement, se laisser immoler et ensevelir toutes les aspirations réelles, toutes les forces vives d'un pays. Loin d'être créateur d'énergie, le gouvernement, selon Malatesta, gaspille, paralyse
et détruit par ses méthodes d'action d'énormes forces. Au fur et à mesure que s'étendent les attributions de l'État et de sa bureaucratie, le péril s'aggrave. Dans une vision prophétique, Proudhon annonce le fléau majeur du XXe siècle. Le fonctionnarisme pousse au communisme de l'État, à l'absorption de toute vie locale et individuelle, sous le machinisme administratif, à la destruction de toute pensée libre. Tout le monde demande à s'abriter sous l'aile du pouvoir, à vivre sur le commun. Il est grand temps d'y mettre le holà. La centralisation se fortifiant toujours, les choses sont arrivées, au point que la société et le gouvernement ne peuvent plus vivre ensemble. Il n'y a rien, absolument rien dans l'État, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit abus à réformer, parasitisme à supprimer, instrument de la tyrannie à détruire. Et vous, nous parlez de conserver l'État, d'augmenter les attributions de l'État, de rendre de plus en plus fort le pouvoir de l'État. Allez, vous n'êtes point un révolutionnaire. Bakounine n'est pas moins lucide dans sa vision angoissée d'un État de plus en plus totalitaire. À ses yeux, les forces de la contre-révolution mondiale, appuyées sur d'énormes budgets, sur des armées permanentes, sur une bureaucratie formidable, dotée de tous les terribles moyens que leur donne la centralisation moderne, sont un fait immense, menaçant, écrasant. Sus à la démocratie bourgeoise. L'anarchiste dénonce plus âprement que ne le fait le socialiste autoritaire la duperie de la démocratie bourgeoise. L'État bourgeois démocratique, baptisé nation, ne paraît pas moins redoutable à Stirner que l'ancien État absolutiste. Le monarque était un bien misérable monarque, comparé au nouveau, à la nation souveraine. Nous n'avons dans le libéralisme que la continuation de l'antique mépris du moi. Certes, beaucoup de privilèges ont été extirpés avec le temps, mais exclusivement au profit de l'État, et pas du tout pour fortifier mon moi. De l'avis de Proudhon, la démocratie n'est rien de plus qu'un arbitraire constitutionnel. C'est par une ruse de nos pères que le peuple a été proclamé souverain. En réalité, il est un roi sans domaine, le singe des rois, qui de la grandeur et de la munificence royale ne conserve que le titre. Il règne et ne gouverne pas. En déléguant sa souveraineté par l'exercice périodique du suffrage universel, il renouvelle tous les 3 ou 5 ans son abdication. Le dynaste a été chassé du trône, mais la royauté a été conservée tout organisée. Le bulletin de vote, entre les mains d'un peuple dont l'éducation a été volontairement négligée, est une supercherie savante dont seule profite la coalition des barons de la propriété, du commerce et de l'industrie. Mais la théorie de la souveraineté du peuple contient en elle-même sa négation. Si le peuple tout entier était vraiment souverain, il n'y aurait plus de gouvernement, plus de gouvernés. Le souverain serait réduit à zéro. L'État n'aurait plus la moindre raison d'être. Il s'identifierait avec la société, il disparaîtrait dans l'organisation industrielle. Pour Bakounine, le système représentatif, loin d'être garanti pour le peuple, crée et garantit au contraire l'existence permanente d'une aristocratie gouvernementale contre le peuple. Le suffrage universel est un tour de passe-passe, un leurre, une soupape de sécurité, un masque derrière lequel se cache le pouvoir réellement despotique de l'État, fondé sur la banque, la police et l'armée. Un moyen excellent pour opprimer et pour ruiner un peuple, au nom même et sous le prétexte d'une soi-disant volonté populaire. L'anarchiste ne croit guère à l'émancipation par le bulletin de vote. Proudhon est au moins en théorie abstentionniste. Il pense que la révolution sociale est sérieusement compromise si elle arrive par la révolution politique. Voter, ce serait un contresens, un acte de lâcheté, une complicité avec la corruption du régime. Pour faire la guerre à tous les anciens partis réunis, ce n'est pas dans le Parlement que nous devons chercher légalement notre champ de bataille, c'est hors du Parlement. Le suffrage universel est la contre-révolution. Pour se constituer en classe, le prolétariat doit d'abord faire scission de la démocratie bourgeoise. Mais à cette position de principe, Proudhon, le militant, fait de nombreuses entorses. En juin 1848, il se laisse élire député et prendre un moment dans la glu parlementaire. 2 fois de suite, aux élections partielles de septembre 1848 et à l'élection présidentielle du 10 décembre de la même année, il soutient la candidature de Raspail, un des porte-parole de l'extrême gauche, alors en prison, préférant le général Cavaignac, bourreau du prolétariat parisien, à l'apprenti dictateur Louis-Napoléon. Beaucoup plus tard, aux élections de 1863 et de 1864, il préconise certes le vote par bulletin blanc,
mais à titre de manifestation contre la dictature impériale et non par opposition au suffrage universel qui baptise maintenant principe démocratique par excellence. Bakounine et ses partisans dans la Première Internationale protestent contre l'épithète d'abstentionniste que les marxistes leur décochent. Le boycottage des urnes n'est pas pour eux un article de foi, mais une simple question de tactique. S'ils affirment la priorité de la lutte des classes sur le plan économique, ils n'acceptent pas que l'on dise qu'ils font abstraction de la politique. Ils ne rejettent pas la politique, mais seulement la politique bourgeoise. Ils ne condamnent la révolution politique que si elle devait précéder la révolution sociale. Ils ne se tiennent à l'écart que des mouvements politiques qui n'auraient pas pour but immédiat et direct l'émancipation complète des travailleurs. Ce qu'ils redoutent et dénoncent, ce sont les alliances électorales équivoques avec les partis du radicalisme bourgeois, du type 1848 ou du type Front populaire, comme on dirait aujourd'hui. Ils appréhendent également que les ouvriers élus députés, transportés dans des conditions d'existence bourgeoises, cessant d'être des travailleurs pour devenir des hommes d'État, deviennent des bourgeois, et peut-être même plus bourgeois que les bourgeois eux-mêmes. Cependant, l'attitude des anarchistes à l'égard du suffrage universel est loin d'être cohérente et conséquente. Les uns considèrent le bulletin de vote comme un pis-aller. Il est aussi parmi eux des irréductibles pour lesquels son utilisation est damnable, quelles que soient les circonstances, et qui en font une question de pureté doctrinale. C'est ainsi que Malatesta, à l'occasion des élections du cartel des gauches de mai 1924 en France, se refusera à toute concession. Il conviendra que dans certaines circonstances, le résultat des élections pourrait avoir des conséquences bonnes ou mauvaises et que ce résultat dépendrait parfois du vote des anarchistes. Surtout lorsque les forces des formations politiques opposées seraient presque égales. Mais qu'importe, si certains petits progrès étaient la conséquence directe d'une victoire électorale, les anarchistes ne devraient pas courir aux urnes. Pour conclure, les anarchistes se sont maintenus toujours purs et restent le parti révolutionnaire par excellence, le parti de l'avenir, parce qu'ils ont su résister à la sirène électorale. L'incohérence de la doctrine anarchiste en cette matière sera illustrée notamment en Espagne. En 1930, les anarchistes feront front avec les partis de la démocratie bourgeoise pour renverser le dictateur Primo de Rivera. L'année suivante, malgré leur abstentionnisme officiel, ils seront nombreux à se rendre aux urnes lors des élections municipales qui précipiteront le renversement de la monarchie. Aux élections générales du 19 novembre 1933, ils préconiseront énergiquement l'abstention électorale, qui ramènera au pouvoir, pour plus de 2 ans, une droite violemment anti-ouvrière. À l'avance, ils prendront soin d'annoncer que si leur consigne abstentionniste devait amener la victoire de la réaction, ils y répondraient en déclenchant la révolution sociale. Ce qu'ils tenteront de faire, peu après, mais vainement et au prix de nombreuses pertes, morts, blessés, emprisonnés. Lorsqu'au début de 1936, les partis de gauche s'associeront dans le Front populaire, la centrale anarcho-syndicaliste sera fort embarrassée sur l'attitude à prendre. Finalement, elle se prononcera, mais du bout des lèvres, pour l'abstention, et sa campagne sera assez tiède pour n'être point entendue des masses, dont de toute manière la participation au scrutin était déjà acquise. En allant aux urnes, le corps électoral fera triompher le Front populaire, 263 députés de gauche contre 181. Il est à noter que les anarchistes, malgré leurs attaques endiablées contre la démocratie bourgeoise, admettent son caractère relativement progressif. Même Stirner, le plus intransigeant, lâche de temps à autre le mot de progrès. Sans doute, concède Proudhon, lorsqu'un peuple passe de l'état monarchique au démocratique, il y a un progrès. Et Bakounine, qu'on ne pense pas que nous voulons faire la critique du gouvernement démocratique au profit de la monarchie. La plus imparfaite république vaut 1000 fois mieux que la monarchie la plus éclairée. Le régime démocratique élève peu à peu les masses à la vie publique. Ainsi se trouve démentie l'opinion émise par Lénine selon laquelle certains anarchistes professeraient que la forme d'oppression est indifférente au prolétariat. Et du même coup se trouve écarté le soupçon exprimé par Henri Harvon dans son petit livre sur l'anarchisme que l'antidémocratisme anarchiste puisse se confondre avec l'antidémocratisme contre-révolutionnaire. Critique du socialisme autoritaire. Les anarchistes sont unanimes à soumettre le socialisme autoritaire au feu d'une sévère critique. À l'époque où leur réquisitoire à l'emporte-pièce était prononcé, il n'était pas toujours entièrement fondé.
car ceux auxquels il s'adressait ou bien étaient des communistes primitifs ou grossiers que n'avait pas encore fécondé l'humanisme marxiste, ou bien dans le cas de Marx et d'Engels, n'étaient pas aussi unilatéralement férus d'autorité et d'étatisme que le présentaient les anarchistes. Mais de nos jours, les tendances autoritaires qui, au XIXe siècle, ne se manifestaient encore dans la pensée socialiste que d'une façon embryonnaire et velléitaire, ont proliféré. Au spectacle de ces excroissances, la critique anarchiste paraît aujourd'hui moins tendancieuse, moins injuste. Elle revêt même assez souvent un caractère prophétique. Stirner accepte nombre de prémices du communisme, mais avec ce corollaire. Si pour les vaincus de la société actuelle, leur profession de foi communiste est un premier pas en avant dans la voie de leur totale émancipation, ils ne seront complètement désaliénés. Ils ne pourront vraiment mettre en valeur leur individualité qu'en dépassant le communisme. Aux yeux de Stirner, en effet, le travailleur en régime communiste demeure soumis à la suprématie d'une société de travailleurs. Ce travail, la société le lui impose. Il n'est pour lui qu'un pensum. Le communiste Weitling n'a-t-il pas écrit « Les facultés ne peuvent se développer qu'autant qu'elles ne troublent pas l'harmonie de la société ». À quoi Stirner répond que je sois loyal sous un tyran ou dans une société de Weitling, c'est, dans un cas comme dans l'autre, la même absence de droit. Le communiste ne songerait guère au-delà de travailleurs, à l'homme, au loisir de l'homme. Il négligerait l'essentiel, lui permettre de jouir de soi comme individu après qu'il ait fait sa tâche comme producteur. Mais surtout, Stirner entrevoit le danger d'une société communiste où l'appropriation collective des moyens de production conférerait à l'État des pouvoirs beaucoup plus exorbitants que dans la société actuelle. Le communisme, par l'abolition de toute propriété individuelle, me rejette encore plus sous la dépendance d'autrui, la généralité ou la totalité, et malgré qu'il attaque violemment l'État, son intention est d'établir aussi son État. Un état de choses qui paralyse mon activité libre, une autorité souveraine sur moi. Contre l'oppression que je subis de la part des propriétaires individuels, le communiste se soulève à juste titre, mais plus terrible encore est la puissance qu'il met aux mains de la totalité. Proudhon peste tout autant contre le système communiste gouvernemental, dictatorial, autoritaire, doctrinaire, qui part du principe que l'individu est essentiellement subordonné à la collectivité. La notion qu'ont les communistes du pouvoir de l'État est absolument la même que celle de leurs anciens maîtres. Elle est même beaucoup moins libérale. Comme une armée qui a enlevé les canons de l'ennemi, le communisme n'a fait autre chose que retourner contre l'armée des propriétaires sa propre artillerie. Toujours l'esclave a singé le maître. Et Proudhon décrit en ces termes le système politique qu'il attribue aux communistes. Une démocratie compacte, fondée en apparence sur la dictature des masses, mais où les masses n'ont de pouvoir que ce qu'il en faut pour assurer la servitude universelle, d'après les formules suivantes empruntées à l'ancien absolutisme. Indivision du pouvoir, centralisation absorbante, destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative et locale, réputée scissionnaire, police inquisitoriale. Les socialistes autoritaires appellent une révolution par en haut. Ils soutiennent qu'après la révolution, il faut continuer l'État. Ils maintiennent en l'agrandissant encore l'État, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement. Ce qu'ils font, c'est de changer les appellations. Comme s'il suffisait de changer les mots pour transformer les choses. Et Proudhon lance cette boutade, le gouvernement est de sa nature contre-révolutionnaire. Mettez un Saint-Vincent de Paul au pouvoir, il y sera Guizot ou Talleyrand. Bakounine développe cette critique du communisme autoritaire. Je déteste le communisme parce qu'il est la négation de la liberté, et que je ne puis concevoir rien d'humain sans liberté. Je ne suis point communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l'État, parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de la propriété entre les mains de l'État. Tandis que moi, je veux l'abolition de l'État, l'extirpation radicale de ce principe de l'autorité et de la tutelle de l'État, qui, sous le prétexte de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu'à ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas, par le moyen de quelque autorité que ce soit. Voilà dans quel sens je suis collectiviste et non pas du tout communiste. Peu après ce discours, 1868, Bakounine adhère à la Première Internationale, où avec ses partisans, il se heurte non seulement à Marx et à Engels, mais à d'autres qui, beaucoup plus que les deux fondateurs du socialisme scientifique, prêtent le flanc à son réquisitoire.
D'une part, les social-démocrates allemands, qui ont le fétichisme de l'État et se proposent d'instaurer par le bulletin de vote et les alliances électorales un équivoque État populaire, Volksstaat. D'autre part, les blanquistes qui prônent une dictature révolutionnaire minoritaire à caractère transitoire. Bakounine combat à boulet rouge ces deux conceptions divergentes, mais toutes les deux autoritaires, entre lesquelles Marx et Engels, pour des raisons tactiques, aussi, et qu'ils se résoudront harcelés par la critique anarchiste, à plus ou moins désavouer. Mais c'est la manière sectaire et personnelle avec laquelle Marx, surtout après 1870, prétend régenter l'Internationale, qui l'oppose violemment à Bakounine. Dans cette querelle dont l'enjeu est le contrôle de l'organisation, c'est-à-dire du mouvement ouvrier international, il n'est pas douteux que les deux protagonistes ont des torts. Bakounine n'est pas sans reproche, et le procès qu'il intente à Marx manque souvent d'équité, voire de bonne foi. Cependant, et c'est ce qui doit compter, surtout pour le lecteur d'aujourd'hui, il a le mérite de lancer dès les années 1870 un cri d'alarme contre certaines conceptions d'organisation du mouvement ouvrier et du pouvoir prolétarien qui, beaucoup plus tard, dénatureront la révolution russe. Dans le marxisme, il croit percevoir parfois injustement, parfois avec raison, l'embryon de ce qui deviendra le léninisme, puis son cancer, le stalinisme. Prêtant malignement à Marx et à Engels des intentions que les deux hommes, s'ils les ont réellement nourries, n'ont jamais ouvertement exprimées, Bakounine s'écrie « Mais dira-t-on, tous les ouvriers ne peuvent pas devenir des savants, et ne suffit-il pas qu'au sein de cette association internationale, il se trouve un groupe d'hommes qui possèdent aussi complètement que cela se peut de nos jours la science, la philosophie et la politique du socialisme, pour que la majorité, en obéissant avec foi à leur direction, puisse être certaine de ne pas dévier de la voie qui doit la conduire à l'émancipation définitive du prolétariat. Voilà un raisonnement que nous avons entendu, non ouvertement, émettre. On n'est ni assez sincère ni assez courageux pour cela, mais développé sous la main avec toutes sortes de réticences, plus ou moins habiles. » Et Bakounine de Foncé, ayant adopté pour base le principe que la pensée a priorité sur la vie et que la théorie abstraite a priorité sur la pratique sociale et que par conséquence la science sociologique doit devenir le point de départ des soulèvements sociaux et de la reconstruction sociale, ils en sont arrivés nécessairement à la conclusion que la pensée, la théorie et la science étant pour le présent du moins la propriété exclusive d'un très petit nombre de gens, cette minorité devrait diriger la vie sociale. Le prétendu État populaire ne sera rien d'autre que le gouvernement despotique des masses populaires par une nouvelle et très restreinte aristocratie de vrais ou de prétendus savants. Bakounine a une vive admiration pour les capacités intellectuelles de Marx, dont il traduit en russe l'ouvrage majeur, Le Capital, et il adhère pleinement à la conception matérialiste de l'histoire. Il apprécie mieux que quiconque la contribution théorique de Marx à l'émancipation du prolétariat. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est que la supériorité intellectuelle puisse conférer un droit de direction du mouvement ouvrier. Prétendre qu'un groupe d'individus, même les plus intelligents et les mieux intentionnés, sont capables de devenir la pensée, l'âme, la volonté dirigeante et unificatrice du mouvement révolutionnaire et de l'organisation économique du prolétariat de tous les pays, c'est une telle hérésie contre le sens commun et contre l'expérience historique qu'on se demande avec étonnement comment un homme aussi intelligent que M. Marx a pu la concevoir. L'établissement d'une dictature universelle, d'une dictature qui ferait en quelque sorte la besogne d'un ingénieur en chef de la révolution mondiale, réglant et dirigeant le mouvement insurrectionnel des masses de tous les pays comme on dirige une machine, l'établissement d'une pareille dictature suffirait à lui seul pour tuer la révolution, pour paralyser et pour fausser tous les mouvements populaires. Et que penser d'un congrès international qui, dans l'intérêt soi-disant de cette révolution, impose au prolétariat de tout le monde civilisé un gouvernement investi de pouvoirs dictatoriaux ? L'expérience de la Troisième Internationale a montré depuis que si Bakounine forçait sans doute quelque peu la pensée de Marx en lui prêtant une conception aussi universellement autoritaire, le danger contre lequel il mettait en garde s'est beaucoup plus tard matérialisé. En ce qui concerne le péril étatique en régime communiste, l'exilé russe ne se montre pas moins clairvoyant. Les socialistes doctrinaires aspirent, selon lui, à placer le peuple dans de nouveaux harnais. Sans doute ils admettent avec les libertaires que tout État est un joug, mais ils soutiennent que seule la dictature, bien entendu la leur, peut créer la liberté du peuple. À cela nous répondons qu'aucune dictature ne peut avoir d'autre but que de durer le plus longtemps possible. Au lieu de laisser le prolétariat détruire l'État, ils veulent le transférer aux mains de ses bienfaiteurs, gardiens et professeurs, les chefs du Parti communiste. Mais voyons bien qu'un tel gouvernement sera,
quelles que puissent être ses formes démocratiques, une véritable dictature, il se console à l'idée que cette dictature sera temporaire et de courte durée. Mais non, leur rétorque Bakounine, cette dictature prétendue transitoire aboutira inévitablement à la reconstruction de l'État, des privilèges, des inégalités, de toutes les oppressions de l'État, et à la formation d'une aristocratie gouvernementale qui recommence à exploiter et assujettir sous prétexte de bonheur commun ou pour sauver l'État. Et cet État sera d'autant plus absolu que son despotisme se cache soigneusement sous les apparences d'un respect obséquieux pour la volonté du peuple. Bakounine, toujours extra-lucide, croit en la révolution russe. Si les ouvriers de l'Occident tardent trop longtemps, ce seront les paysans russes qui leur donneront l'exemple. La révolution en Russie sera essentiellement anarchique, mais gare à lui, les révolutionnaires pourraient bien continuer tout simplement l'état de Pierre le Grand basé sur la suppression de toute manifestation de la vie populaire, car on peut changer l'étiquette que porte notre État, sa forme, mais le fond en restera toujours le même. Ou il faut détruire cet État, ou se réconcilier avec ce mensonge le plus vif et le plus redoutable qui a engendré notre siècle, la bureaucratie rouge. Et Bakounine lance cette boutade, prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies ou conférez-lui un pouvoir dictatorial. Et avant 1 an, il sera devenu pire que le tsar lui-même. Une fois la révolution accomplie en Russie, Volin, qui en sera tout à la fois l'acteur, le témoin et l'historien, constatera que la leçon des faits confirme la leçon des maîtres. Oui, décidément, pouvoir socialiste et révolution sociale sont des éléments contradictoires. Impossible de les réconcilier. Une révolution qui s'inspire du socialisme étatiste et lui confie son sort, ne serait-ce qu'à titre provisoire et transitoire, est perdue. Elle s'engage sur une fausse route, sur une pente de plus en plus accentuée. Tout pouvoir politique crée inévitablement une situation privilégiée pour les hommes qui l'exercent. S'étant emparé de la révolution, l'ayant maîtrisée, bridée, le pouvoir est obligé de créer son appareil bureaucratique et coercitif, indispensable pour toute autorité qui veut se maintenir, commander, ordonner, en un mot, gouverner. Il forme ainsi une sorte de nouvelle noblesse, dirigeants, fonctionnaires, militaires, policiers et membres du parti au pouvoir. Tout pouvoir cherche plus ou moins à prendre entre ses mains les rênes de la vie sociale. Il prédispose les masses à la passivité, tout esprit d'initiative étant étouffé par l'existence même du pouvoir. Le pouvoir communiste est un véritable assommoir. Gonflé de son autorité, il a peur de tout acte indépendant. Toute initiative autonome lui apparaît aussitôt suspecte, menaçante, car il veut tenir le gouvernail et il veut le tenir seul. Toute autre initiative lui paraît être une ingérence dans son domaine et dans ses prérogatives. Elle lui est insupportable. D'ailleurs, pourquoi ce provisoire et ce transitoire ? L'anarchisme en conteste catégoriquement la prétendue nécessité. À la veille de la Révolution espagnole de 1936, Diego Abad de Santillan enfermera le socialisme autoritaire dans le dilemme que voici. Ou bien la Révolution donne la richesse sociale aux producteurs, ou elle ne la leur donne pas. Si elle la leur donne, les producteurs s'organisent pour produire et distribuer collectivement. L'État n'a plus rien à faire. Si elle ne la leur donne pas, alors la révolution n'est qu'un leurre, et l'État subsiste. Dilemme que d'aucuns jugeront quelque peu simpliste, mais qui le serait déjà moins si on le ramenait à une direction d'intention. À savoir, les anarchistes ne sont pas assez naïfs pour rêver que la survivance étatique disparaîtrait du jour au lendemain, mais ils ont la volonté de les faire dépérir au plus vite, tandis que les autoritaires se complaisent, eux, dans la perspective de la pérennité d'un État transitoire, baptisé arbitrairement ouvrier. Les sources d'énergie. L'individu. Aux hiérarchies et aux contraintes du socialisme autoritaire, l'anarchiste oppose 2 sources d'énergie révolutionnaires. L'individu, la spontanéité des masses. L'anarchiste est selon les cas plus individualiste que sociétaire, ou plus sociétaire qu'individualiste. Mais, comme l'a observé Augustin Hamon au cours du sondage d'opinion déjà mentionné, on ne peut concevoir un libertaire qui ne soit pas individualiste. Stirner a réhabilité l'individu à une époque où, sur le plan philosophique, dominait l'anti-individualisme hegelien et où, sur le plan de la critique sociale, les méfaits de l'égoïsme bourgeois avaient conduit la plupart des réformateurs à mettre l'accent sur son contraire. Le mot socialisme n'est-il pas né de l'antonyme d'individualisme ?
Stirner exalte la valeur intrinsèque de l'individu unique, c'est-à-dire à nul autre pareil, tiré par la nature à un seul exemplaire, notion que confirment les plus récentes recherches de la biologie. Pendant longtemps, ce philosophe est resté dans les cercles de la pensée anarchiste un isolé, un excentrique, que suivait seule une petite secte d'individualistes impénitents. Aujourd'hui, la grandeur et l'audace de son propos apparaissent en pleine lumière. En effet, le monde contemporain semble se donner pour tâche de sauver l'individu de toutes les aliénations qui l'écrasent, celle de l'esclavage industriel comme celle du conformisme totalitaire. Simone Weil, dans un célèbre article de 1933, se plaignait de ne point trouver dans la littérature marxiste de réponse aux questions posées par les nécessités de la défense de l'individu contre les nouvelles formes d'oppression succédant à l'oppression capitaliste classique. Or, cette lacune, grave en effet, Stirner s'est employé dès avant le milieu du XIXe siècle à la combler. Écrivain au style vif, percutant, il s'exprime dans un crépitement d'aphorismes. Ne cherchez pas dans le renoncement à vous-même une liberté qui vous prive précisément de vous-même, mais cherchez-vous vous-même. Que chacun de vous soit un moi tout-puissant. Il n'y a pas d'autre liberté que celle que l'individu conquiert lui-même. La liberté donnée, octroyée n'est pas une liberté, mais une marchandise volée. Il n'y a pas d'autre juge que moi-même qui puisse décider si j'ai raison ou non. Les seules choses que je n'ai pas le droit de faire sont celles que je ne fais pas d'un esprit libre. Tu as le droit d'être ce que tu as la force d'être. Ce que tu accomplis, tu l'accomplis en tant qu'individu unique. L'État, la société, l'humanité ne peuvent dompter ce diable. Pour s'affranchir, l'individu doit commencer par passer au crible le bagage dont l'ont obéré ses géniteurs et ses éducateurs. Il doit se livrer à un vaste travail de désacralisation, à commencer par la morale dite bourgeoise. Comme la bourgeoisie elle-même, son train propre, elle est encore trop près du ciel religieux, elle est encore trop peu libre, elle lui emprunte sans aucune critique ses lois qu'elle transplante purement et simplement sur son propre terrain, au lieu de se créer des doctrines propres et indépendantes. Stirner en veut tout particulièrement à la morale sexuelle, ce que le christianisme a machiné contre la passion. Les apôtres du laïcisme le reprennent purement et simplement à leur compte. Ils refusent à entendre les appels de la chair. Ils déploient leurs ailes contre elle. Ils frappent l'immoralité en pleine gueule. Le préjugé moral que leur a inculqué le christianisme sévit, notamment au sein des masses populaires. Le peuple pousse furieusement la police contre tout ce qui lui paraît immoral ou simplement inconvenant. Et cette furie populaire en faveur de la morale protège plus l'institution de la police que ne le pourrait jamais faire le gouvernement. Stirner, devançant la psychanalyse contemporaine, observe et dénonce l'intériorisation. Dès l'enfance, les préjugés moraux nous ont été ingurgités. La morale est devenue une puissance intérieure à laquelle je ne puis me soustraire. Son despotisme est 10 fois pire qu'antérieurement, puisqu'il gronde dans ma conscience. On pousse les jeunes en troupeau à l'école, afin qu'ils apprennent les vieilles ritournelles, et quand ils savent par cœur le verbiage des vieux, on les déclare majeurs. Et Stirner se fait iconoclaste. Dieu, la conscience, les devoirs, les lois, sont des bourdes dont on nous a bourré la cervelle et le cœur. Les vrais séducteurs et corrupteurs de la jeunesse, ce sont les prêtres, les parents, qui embourbent les jeunes cœurs et abêtissent leurs jeunes têtes. S'il a une œuvre diabolique, c'est bien cette prétendue voix divine que l'on a introduite dans la conscience. Stirner découvre aussi dans sa réhabilitation de l'individu le subconscient freudien. Le moi ne se laisse pas appréhender. Contre lui, l'empire de la pensée, de la cogitation, de l'esprit se brise en miettes. Il est inexprimable, inconcevable, insaisissable. Et l'on entend à travers ses brillants aphorismes comme un premier écho de la philosophie existentielle. Je pars d'une hypothèse en me prenant pour hypothèse. Je m'en sers uniquement pour en jouir et m'en repaître. Je n'existe qu'en tant que je me nourris. Le fait que je m'absorbe signifie que j'existe. Bien entendu, la verve qui emporte la plume de Stirner le fourvoie de temps à autre dans des paradoxes. Il lâche des aphorismes asociaux. Il lui arrive de conclure à l'impossibilité de la vie en société. Nous n'aspirons pas à la vie commune, mais à la vie à part. Mort est le peuple, bonjour moi. Le bonheur du peuple est mon malheur. Si c'est juste pour moi, c'est juste. Il est possible que ce ne soit pas juste pour les autres, c'est leur affaire et non la mienne, qu'ils s'en défendent. Mais ces ruades occasionnelles ne traduisent peut-être pas le fond de sa pensée. Stirner, en dépit de ses rodomontades d'ermite, aspire à la vie communautaire. Comme la plupart des isolés, des emmurés, des introvertis, il en a la lancinante nostalgie.
À qui lui demande comment son exclusivisme pourrait lui permettre de vivre en société, il répond que seul l'homme qui a compris son unicité peut avoir des rapports avec ses semblables. L'individu a besoin d'amis, d'assistance. Si par exemple il écrit des livres, il a besoin d'oreilles. Il s'unit avec son prochain pour renforcer sa puissance et accomplir davantage par la force commune que ne le pourrait chacun isolément. S'il y a derrière toi quelques millions d'autres pour te protéger, vous formez ensemble une puissance importante et vous aurez facilement la victoire. Mais à une condition. Ces rapports avec autrui doivent être volontaires et libres, constamment résiliables. Stirner distingue la société préétablie qui est contrainte de l'association qui est un acte libre. La société se sert de toi, et c'est toi qui te sers de l'association. Certes, l'association implique un sacrifice, une imitation de la liberté, mais ce sacrifice n'est pas consenti à la chose publique. C'est mon intérêt personnel seul qui m'y a amené. L'auteur de L'unique et sa propriété rencontre tout particulièrement les préoccupations contemporaines lorsqu'il aborde le problème du parti en se référant expressément à celui des communistes. Il se livre à une critique sévère du conformisme de parti. Il faut suivre son parti toujours et partout. Ses principes essentiels, il faut absolument les approuver et les soutenir. Les membres se plient au moindre désir du parti. Le programme du parti doit être pour eux le certain, l'indubitable. On doit appartenir corps et âme au parti. Qui passe d'un parti à un autre se fait traiter aussitôt de renégat. Un parti monolithique cesse, aux yeux de Stirner, d'être une association. Il n'est plus qu'un cadavre. Aussi rejette-t-il un tel parti, mais non l'espoir d'entrer dans une association politique. Je trouverai toujours assez de gens qui s'associeront avec moi sans avoir à prêter serment à mon drapeau. Ils ne pourraient rejoindre le parti que s'ils n'avaient rien d'obligatoire. La seule condition de son éventuelle adhésion serait qu'ils ne puissent se laisser prendre par le parti. Le parti n'est toujours pour lui rien d'autre qu'une partie. Il est de la partie, il prend part, il s'associe librement et reprend de même sa liberté. Il ne manque qu'une explication dans le raisonnement de Stirner, bien qu'elle soit plus ou moins sous-jacente à travers ses écrits, à savoir, sa conception de l'unicité individuelle n'est pas seulement égoïste, profitable à son moi, mais elle est rentable aussi pour la collectivité. Une association humaine n'est féconde que si elle ne broie pas l'individu, que si, au contraire, elle développe son initiative, son énergie créatrice. La force d'un parti, n'est-ce pas l'addition de toutes les forces individuelles qui le composent ? La lacune en question provient du fait que la synthèse stirnerienne de l'individu et de la société demeure incomplète, boiteuse. L'asocial et le social s'affrontent dans la pensée de se révolter sans toujours se fondre. Les anarchistes sociétaires, à juste titre, lui en feront grief. Ils le feront avec d'autant plus d'aigreur que Stirner, sans doute mal informé, avait commis l'erreur de ranger Proudhon parmi les communistes autoritaires qui, au nom du devoir social, condamnent l'aspiration individualiste. Or, s'il est vrai que Proudhon a persiflé l'adoration stirnérienne de l'individu, son œuvre entière est à la recherche d'une synthèse, ou plutôt d'une équilibration, entre le souci de l'individu et l'intérêt de la société, entre la force individuelle et la force collective. Comme l'individualisme est le fait primordial de l'humanité, l'association en est le terme complémentaire. Les uns, considérant que l'homme n'a de valeur que par la société, tendent à absorber l'individu dans la collectivité. Tel est le système communiste, la déchéance de la personnalité au nom de la société. C'est de la tyrannie, une tyrannie mystique et anonyme. Ce n'est pas de l'association. La personne humaine destituée de ses prérogatives, la société s'est trouvée dépourvue de son principe vital. Mais en sens contraire, Proudhon s'en prend à l'utopie individualiste qui agglomère les individualités juxtaposées, sans rien d'organique, sans force de collectivité, et se révèle incapable de résoudre les problèmes de l'accord des intérêts. Pour conclure, ni communisme, ni liberté illimitée. Nous avons trop d'intérêts solidaires, trop de choses communes. Bakounine, à son tour, est à la fois individualiste et sociétaire. Il ne cesse de répéter que c'est en partant de l'individu libre qu'on pourra s'élever d'une société libre. Chaque fois qu'il énonce des droits qui doivent être garantis à des collectivités, tels que le droit d'autodétermination et de sécession, il prend soin de placer l'individu en tête de ses bénéficiaires. L'individu n'a de devoir vis-à-vis de la société que dans la mesure où il a consenti librement à en faire partie. Chacun est libre de s'associer ou de ne point s'associer, d'aller, s'il le désire, vivre dans les déserts ou dans les forêts parmi les bêtes sauvages. La liberté, c'est le droit absolu de chaque être humain de ne point chercher d'autre sanction à ses actes que sa propre conscience,
de ne les déterminer que par sa volonté propre, et de n'en être, par conséquent, responsable que vis-à-vis de lui-même d'abord. La société dont l'individu a choisi librement de faire partie ne figure dans la susdite énumération des responsabilités qu'au second rang, et elle a vis-à-vis de lui plus de devoirs que de droits. Elle n'exerce sur lui, à condition qu'il soit majeur, ni surveillance ni autorité, mais elle lui doit la protection de sa liberté. Bakounine pousse très loin la pratique d'une liberté absolue et complète. J'ai le droit de disposer de ma propre personne à ma guise, d'être feignant ou actif, de vivre soit honnêtement par mon propre travail, soit même en exploitant honteusement la charité ou la confiance privée. Une seule condition, que cette charité et cette confiance soient volontaires et ne me soient prodiguées que par des individus majeurs. J'ai même le droit d'entrer dans des associations qui par leur objet seraient ou paraîtraient immorales. Bakounine va jusqu'à admettre dans son souci de liberté que j'adhère à celles qui n'auraient pour objet la corruption et la destruction de la liberté individuelle ou publique. La liberté ne peut et ne doit se défendre que par la liberté. Et c'est un contresens dangereux que de vouloir y porter atteinte sous le prétexte spécieux de la protéger. Quant au problème éthique, Bakounine est persuadé que l'immoralité est la conséquence d'une organisation vicieuse de la société. Il faut donc détruire cette dernière de fond en comble. On ne peut moraliser que par la seule liberté. Toute restriction imposée sous le prétexte de protéger la morale a toujours tourné au détriment de celle-ci. La répression, loin d'avoir arrêté le débordement de l'immoralité, l'a toujours plus profondément et plus largement développée. Il est donc oiseux de lui opposer les rigueurs d'une législation qui empiéterait sur la liberté individuelle. Pour les personnes parasitaires, oisives, malfaisantes, Bakounine n'admet qu'une sanction, la privation des droits politiques, c'est-à-dire des garanties accordées par la société à l'individu. De même, tout individu a le droit d'aliéner lui-même sa liberté, mais alors il est destitué de la jouissance de ses droits politiques pendant la durée de cette servitude volontaire. S'il s'agit de crimes, ils doivent être regardés comme une maladie, et leur punition comme une cure, plutôt que comme une vindicte de la société. Au surplus, l'individu condamné doit conserver le droit de ne pas se soumettre à la peine encourue en déclarant qu'il ne veut plus faire partie de la société en question. Celle-ci, en retour, a le droit de l'expulser de son sein et de le déclarer en dehors de sa garantie et de sa protection. Mais Bakounine n'est nullement un nihiliste. La proclamation de l'absolue liberté individuelle ne lui fait pas renier toute obligation sociale. Je ne deviens libre que par la liberté des autres. L'homme ne réalise sa libre individualité qu'en se complétant à tous les individus qui l'entourent et seulement grâce au travail et à la puissance collective de la société. L'association est volontaire, mais il ne fait aucun doute pour Bakounine que, vu ses énormes avantages, l'association sera préférée par tout le monde. L'homme est à la fois le plus individuel et le plus social des animaux. Aussi, notre auteur n'est-il pas tendre pour l'égoïsme au sens vulgaire du mot, pour l'individualisme bourgeois, qui pousse l'individu à conquérir et à établir son propre bien-être, malgré tout le monde, au détriment et sur le dos des autres. Cet individu humain, solitaire et abstrait, est une fiction pareille à celle de Dieu. L'isolement absolu, c'est la mort intellectuelle, morale et matérielle aussi. Esprit large et synthétique, Bakounine propose de jeter un pont entre les individus et le mouvement des masses. Toute vie sociale n'est autre chose que cette dépendance mutuelle incessante des individus et des masses. Tous les individus, même les plus intelligents, les plus forts, sont à chaque instant de leur vie à la fois des promoteurs et les produits des volontés et de l'action des masses. Pour l'anarchiste, le mouvement révolutionnaire est le produit de cette action réciproque. Aussi attache-t-il du point de vue de la rentabilité militante une égale importance à l'action individuelle et à l'action collective autonome des masses. Les héritiers spirituels de Bakounine, les anarchistes espagnols, bien que férus de socialisation, n'omettront pas de garantir solennellement à la veille même de la révolution de juillet 1936 l'autonomie sacrée de l'individu. L'éternelle aspiration et l'unicité, écrira Diego Abad de Santillán, s'exprimera de 1000 manières. L'individu ne sera pas étouffé par un quelconque nivellement. L'individualisme, le goût particulier, la singularité trouveront un champ suffisant pour se manifester. Les sources d'énergie, les masses. La révolution de 1848 a fait découvrir à Proudhon que les masses sont la force motrice des révolutions. Les révolutions, observe-t-il à la fin de 1849, ne reconnaissent pas d'initiateurs. Elles viennent quand le signal des destinées les appelle.
Elle s'arrête quand la force mystérieuse qui les fait éclore est épuisée. Toutes les révolutions se sont accomplies par la spontanéité du peuple. Si quelquefois les gouvernements ont suivi l'initiative populaire, ça a été comme forcé et contraint. Presque toujours, ils ont empêché, comprimé, frappé. Le peuple, quand il est livré à son seul instinct, voit toujours plus juste que lorsqu'il est conduit par la politique de ses meneurs. Une révolution sociale n'arrive pas au commandement d'un maître ayant sa théorie toute faite ou sous la dictée d'un révélateur. Une révolution vraiment organique, produit de la vie universelle, bien qu'elle ait ses messagers et ses exécuteurs, n'est vraiment l'œuvre de personne. La révolution doit être menée par en bas et non par en haut. Une fois la crise révolutionnaire franchie, la reconstruction sociale devrait être l'œuvre des masses populaires elles-mêmes. Proudhon affirme la personnalité et l'autonomie des masses. Bakounine, à son tour, ne se lasse pas de répéter qu'une révolution sociale ne peut être ni décrétée ni organisée par en haut, mais qu'elle ne peut être faite ni amenée à son plein développement que par l'action spontanée et continue des masses. Les révolutions viennent comme un larron dans la nuit. Elles sont produites par la force des choses. Elles se préparent longtemps dans la profondeur de la conscience instinctive des masses populaires, puis elles éclatent, suscitées en apparence, souvent par des causes futiles. On peut les prévoir, en pressentir l'approche, mais jamais en accélérer l'explosion. La révolution sociale anarchiste surgit d'elle-même au sein du peuple en détruisant tout ce qui s'oppose au débordement généreux de la vie populaire, afin de créer ensuite, à partir des profondeurs mêmes de l'âme populaire, les nouvelles formes de la vie sociale libre. Dans l'expérience de la Commune de 1871, Bakounine trouve une confirmation éclatante de ses vues. Les communards avaient la conviction que dans la révolution sociale, l'action des individus était presque nulle et l'action spontanée des masses devait être tout. Kropotkin, comme ses devanciers, célèbre cet admirable esprit d'organisation spontanée que le peuple possède à un si haut degré qu'on lui permet si rarement d'exercer. Pour ajouter narquoisement, il faut avoir eu toute sa vie le nez dans la paperasse pour en douter. Mais l'anarchiste, après ses affirmations généreusement optimistes, se trouve, comme d'ailleurs son frère ennemi le marxiste, aux prises avec une grave contradiction. La spontanéité des masses est essentielle, prioritaire, mais elle ne suffit pas à tout. Pour qu'elle atteigne la conscience, l'assistance d'une minorité de révolutionnaires capables de penser la révolution se révèle indispensable. Comment éviter que cette élite ne mette à profit sa supériorité intellectuelle pour se substituer aux masses, paralyser leurs initiatives, voire leur imposer une nouvelle domination? Proudhon, après son exaltation idyllique de la spontanéité, en vient à constater l'inertie des masses, à déplorer le préjugé gouvernemental, l'instinct de déférence, le complexe d'infériorité qui entrave l'élan populaire. L'action collective du peuple doit en conséquence être suscitée. Si une révélation ne leur venait pas du dehors, la servitude des classes inférieures pourrait se prolonger indéfiniment. Et il concède que les idées, qui à toutes les époques ont agité les masses, étaient écloses antérieurement dans le cerveau de quelques penseurs. La priorité ne fut jamais aux multitudes. La priorité en tout acte de l'esprit est à l'individualité. L'idéal serait que ces minorités conscientes fissent passer leur science la science révolutionnaire, dans le peuple. Mais Proudhon semble sceptique quant à la praticabilité d'une telle synthèse. Ce serait, selon lui, méconnaître la nature envahissante de l'autorité. Tout au plus pourrait-on en équilibrer les deux éléments. Bakounine, avant de se convertir vers 1864 à l'anarchisme, a tenu les fils de conspiration et de sociétés secrètes. Il s'est familiarisé avec l'idée typiquement blanquiste que l'action minoritaire doit devancer l'éveil des larges masses pour ensuite, les ayant tirés de leur léthargie, s'adjoindre à leurs éléments les plus avancés. Dans l'Internationale ouvrière, vaste mouvement prolétarien enfin constitué, le problème se pose de façon différente. Cependant, Bakounine, devenu anarchiste, demeure convaincu de la nécessité d'une avant-garde consciente. Pour le triomphe de la révolution contre la réaction, il est nécessaire qu'au milieu de l'anarchie populaire qui constituera la vie même et toute l'énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de l'action révolutionnaire trouve un organe. Un groupe plus ou moins nombreux d'individus inspirés par la même pensée et tendant vers le même but doit exercer une action naturelle sur les masses. 10, 20 ou 30 hommes bien entendus et bien organisés entre eux et qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent en entraînent facilement 100, 200, 300 ou même davantage.
Ce que nous devons former, ce sont les états-majors bien organisés et bien inspirés des chefs du mouvement populaire. Les moyens préconisés par Bakounine ressemblent fort à ce que le jargon politique moderne désigne sous le nom de noyautage. Il s'agit de travailler sous main les individus les plus intelligents et les plus influents de chaque localité pour que cette organisation soit autant que possible conforme à nos principes. Tout le secret de notre influence est là. Les anarchistes doivent être comme les pilotes invisibles au milieu de la tempête populaire. Ils doivent la diriger non par un pouvoir ostensible, mais par une dictature sans écharpe, sans titre, sans droits officiels, et d'autant plus puissante qu'elle n'aura aucune des apparences du pouvoir. Mais Bakounine n'ignore pas combien sa terminologie, chef, dictature, etc., diffère peu de celle des adversaires de l'anarchisme, et il réplique à l'avance. À quiconque prétendrait qu'une action ainsi organisée est encore un attentat à la liberté des masses, une tentative de créer une nouvelle puissance autoritaire, non. L'avant-garde consciente ne doit être ni le bienfaiteur, ni le chef dictatorial du peuple, mais seulement l'accoucheur aidant à son autolibération. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de répandre dans les masses des idées correspondant à ses instincts, mais rien au-delà. Tout le reste ne doit et ne peut se faire que par le peuple lui-même. Les autorités révolutionnaires, Bakounine ne recule pas devant ce mot et s'en excuse en exprimant le vœu qu'il y en ait aussi peu que possible, doivent non pas imposer la révolution aux masses, mais la provoquer dans leur sein, non les soumettre à une organisation quelconque, mais susciter leur organisation autonome de bas en haut. Comme l'explicitera beaucoup plus tard Rosa Luxembourg, Bakounine entrevoit que la contradiction entre la spontanéité libertaire et la nécessité de l'intervention des avant-gardes conscientes ne sera vraiment résolue que le jour où s'opérera la fusion de la science avec la classe ouvrière, où la masse devenue pleinement consciente n'aura plus besoin de chef, mais seulement d'organes exécutifs de son action consciente. Après avoir souligné qu'il manque encore au prolétariat l'organisation et la science, l'anarchiste russe en arrive à la conclusion que l'internationale ne pourra devenir un instrument d'émancipation que lorsqu'elle aura fait pénétrer dans la conscience réfléchie de chacun de ses membres la science, la philosophie et la politique du socialisme. Mais cette synthèse satisfaisante du point de vue théorique est une traite tirée sur un lointain avenir, et en attendant que l'évolution historique permette son accomplissement, les anarchistes, tout comme les marxistes, demeureront plus ou moins prisonniers d'une contradiction. Elle déchirera la révolution russe, tiraillée entre le pouvoir spontané des soviets et la prétention du parti bolchevique au rôle dirigeant, comme elle se manifestera dans la révolution espagnole, où les libertaires oscilleront entre deux pôles, celui du mouvement des masses et celui de l'élite anarchiste consciente. On se bornera à illustrer cette contradiction par deux citations. De l'expérience de la révolution russe, les anarchistes tireront une conclusion catégorique, la condamnation du rôle dirigeant du parti. L'un d'eux, Volin, la formulera en ces termes. L'idée maîtresse de l'anarchisme est simple. Aucun parti, groupement politique ou idéologique se plaçant au-dessus ou en dehors des masses laborieuses pour les gouverner ou les guider, ne réussira jamais à les émanciper, même s'il le désire sincèrement. L'émancipation effective ne pourrait être réalisée que par une activité directe des intéressés, des travailleurs eux-mêmes, groupés non pas sous la bannière d'un parti politique ou d'une formation idéologique, mais dans leurs propres organismes de classe, syndicats de production, comités d'usine, coopératives, etc., sur la base d'une action concrète et d'une auto-administration aidée, mais non gouvernée par les révolutionnaires œuvrant au sein même et non au-dessus de la masse. L'idée anarchiste et la véritable révolution émancipatrice ne pourraient être réalisées par les anarchistes comme tels, mais uniquement par les vastes masses. Les anarchistes, ou plutôt les révolutionnaires en général, n'étant appelés qu'à éclairer et à aider celles-ci dans certains cas. Si les anarchistes prétendaient pouvoir accomplir la révolution sociale en guidant les masses, une pareille prétention serait illusoire, comme le fut celle des bolcheviks, et pour les mêmes raisons. Cependant, les anarchistes espagnols ressentiront à leur tour la nécessité d'organiser une minorité consciente idéologique. La Fédération anarchiste ibérique, au sein de leur vaste centrale syndicale, la Confédération nationale du travail, afin d'y combattre les tendances réformistes de certains syndicalistes purs, aussi bien que les manœuvres des affidés de la dictature du prolétariat. S'inspirant des recommandations de Bakounine, la FAI s'efforcera d'éclairer plutôt que de diriger, et aussi la conscience libertaire relativement élevée de nombreux éléments de base de la CNT l'aidera à ne pas tomber dans l'excès des partis révolutionnaires autoritaires. Maladroite dans ses velléités de mise en tutelle des syndicats,
flottante dans sa stratégie, plus riche en activisme et en démagogue qu'en révolutionnaire conséquent, tant sur le plan de la théorie que sur celui de la pratique. Les rapports entre la masse et la minorité consciente forment un problème dont la solution n'a pas été pleinement trouvée, même par les anarchistes, et sur lequel le dernier mot ne semble pas avoir été dit. Et c'est ainsi que s'achève la partie 1 de ce livre Anarchisme de Daniel Guérin. La partie 2 suivra prochainement. D'ici là, bonne lutte à tous, aka bisous et portez-vous bien.